Tu as déjà raté une opportunité professionnelle sans comprendre pourquoi. Tu peux avoir le niveau exact qu'il recherche et être éliminé avant même d'avoir essayé. Imagine la scène. Tu ouvres ton CV pour le mettre à jour. Tu sais que tu dois le faire. Tu te dis que tu as largement les compétences requises. Et pourtant, une boule au ventre monte, tu fermes l'onglet et tu vas faire autre chose, genre juste 5 minutes. Et ce document ne sera jamais envoyé. Et le pire dans cette histoire, c'est que ce n'est absolument pas ton niveau de compétence le problème. Et c'est pas non plus de la paresse, quoi. On va te montrer exactement à quel moment tu te sabotes. Et surtout, pourquoi ton propre cerveau t'oblige à le faire sans même que tu t'en rendes compte. C'est le paradoxe absolu de la vie pro aujourd'hui, en fait. Et c'est exactement ce qu'on va disséquer dans cette analyse approfondie. On a compilé une vraie montagne d'études sur la neuropsychologie, l'autorégulation, notre rapport au rejet, tout ça. Ouais, l'idée c'est vraiment de décoller la mécanique invisible de notre esprit. Parce qu'il y a un truc cassé, tu vois. Grave. Et pour rendre ça concret, prenons le cas de Julie. Julie, 32 ans. Elle vient de quitter un poste après un conflit assez dur avec son ancien manager. C'est hyper classique. C'est le genre de transition où ta confiance en toi est déjà complètement fracturée, ce qui rend la suite des opérations très instable émotionnellement. Exactement. Et sa mission sur le papier, elle est simple. Elle doit juste refaire son CV. Sauf que à chaque fois qu'elle ouvre le fichier, elle repense aux critiques de ce manager. Ouais. Le traumatisme qui remonte direct. C'est ça, son rythme cardiaque accélère, sa respiration devient courte, et là, au lieu de rédiger ses expériences, elle se dit « Tiens, je vais plutôt améliorer la mise en page ». Ah, le piège redoutable de la forme. La forme, ça rassure en fait. Chercher des polices de caractère, harmoniser des couleurs, ça comporte absolument aucun risque de rejet frontal. Carrément. Et du coup, elle passe 1 heure à comparer des modèles sur Internet, à regarder des tutos de design. Résultat, à la fin de la journée, 0 candidature envoyée. Évidemment. Mais en surface, tout son entourage, et même elle d'ailleurs, ils vont poser un diagnostic hyper dur. On va parler de perfectionnisme toxique ou pire, d'un simple manque de discipline. Elle se traite de feignante, quoi. Alors que ça n'a rien à voir. Mais attends, je me fais l'avocat du diable 2 secondes. La paresse, ça existe, hein. Il y a bien des jours où on n'a juste pas envie de bosser. Comment la science fait la différence entre un vrai paresseux et la situation de Julie ? C'est une nuance fondamentale. La vraie paresse, sur le plan neurologique, c'est de l'apathie. C'est une absence d'énergie, d'intérêt. Ce que vit Julie, c'est l'exact opposé. C'est un excès d'énergie négative. Ok, donc elle bouillonne à l'intérieur, en fait. C'est ça. Son cerveau est inondé d'anxiété. En fait, la science appelle ça la théorie du mood repair, ou la réparation de l'humeur. Notre cerveau, il déteste l'incertitude, et il fuit la douleur émotionnelle immédiate comme la peste. Donc refaire un CV, ça provoque une vraie douleur pour le cerveau ? Genre physiquement ? Ah mais les IRM le prouvent. Pour notre système nerveux, anticiper un rejet, ça active des réseaux neuronaux hyper similaires à ceux de la douleur physique. C'est dingue. Dis-toi que la tâche, elle demande un effort cognitif intense tout de suite pour un bénéfice totalement flou, genre un job hypothétique dans 3 mois. Le cerveau, il fait un calcul de rentabilité primitif. Effort max tout de suite, contre récompense incertaine et lointaine. Le bilan, il est catastrophique pour lui. Et en face de ça, faire la vaisselle, ranger son bureau ou scroller sur les réseaux, ça t'offre une petite récompense immédiate, le stress baisse d'un coup. Donc en fait, le cerveau fonctionne un peu comme un disjoncteur dans une maison ? Mais c'est exactement ça, l'analogie du disjoncteur est parfaite. Face à une tâche qui provoque une surcharge d'angoisse, l'amygdale, tu sais, notre centre d'alerte dans le cerveau, elle s'emballe. Et si rien l'arrête, le système grille. Donc, on disjoncte. Voilà. Et faire la vaisselle au lieu d'envoyer son CV, c'est juste le générateur de secours qui prend le relais pour garder la lumière allumée de manière rassurante. La procrastination, c'est pas un problème d'agenda, c'est un mécanisme de survie. Attends, ça veut dire que quand je commence soudainement à faire le ménage au lieu d'envoyer un mail important, c'est littéralement mon cerveau qui fuit l'angoisse ? Exactement. Ton appart, il n'est pas soudainement sale. C'est juste ton cerveau qui court-circuite. Son but à cet instant, c'est pas de sauver ta carrière, c'est de te faire te sentir mieux à la seconde près. C'est fou. Mais du coup, ceux qui arrivent à s'y mettre sans fuir, ils ont un cerveau différent. Ils sont plus courageux. Non, ils n'ont pas moins peur. Et les neurosciences montrent qu'ils ont juste des circuits de contrôle émotionnel plus efficaces, notamment dans une zone qu'on appelle le cortex préfrontal droit. La fameuse zone de la volonté, c'est ça ? Ouais, en gros, ça agit comme une pédale de frein biologique. Ça envoie des signaux à l'amygdale pour dire « calme-toi ». Ces gens ressentent l'angoisse, mais le frein marche. La machine disjoncte pas, quoi. Et nous, on s'insulte en pensant qu'on manque de volonté,
alors qu'on subit juste un problème de freinage face à un pic d'anxiété. Mais c'est à ce moment précis que le piège se referme, surtout quand on commence à encaisser les vrais refus. Ah oui, là ça devient critique. Prenons le dossier de Karim dans nos sources. Karim, hyper motivé au départ, il envoie une quinzaine de candidatures très travaillées, mais en retour, rien. Le vide. Ou alors, tu sais, ces emails automatiques glaciales, genre malgré la grande qualité de votre profil. La phrase qui transforme ta boîte mail en champ de mine émotionnel. C'est clair. Et face à ça, Karim arrête progressivement de postuler. Mais il le dit pas. Il avoue pas, j'ai peur d'être rejeté. Il déploie des justifications hyper rationnelles. Il dit à tout le monde, non mais le marché est mort en ce moment, ou je dois finir ma certification avant. C'est l'erreur invisible par excellence. On rationalise notre inaction avec une logique qui a l'air implacable. Parce que admettre qu'on a peur, c'est beaucoup trop coûteux pour notre ego. Ok, mais je te coupe une seconde. Parfois, le marché est vraiment bouché. Comment tu fais la différence entre une vraie analyse lucide du marché et une simple rationalisation de la peur? Il faut regarder le comportement global. Un candidat lucide, il va pivoter. Il va activer son réseau, inviter des gens à prendre un café, chercher des voies détournées. Il reste en mouvement, quoi. Exactement. Si toute action s'arrête net, si la personne se fige, c'est plus de l'analyse. C'est l'amygdale qui a pris les commandes. C'est du conditionnement classique, un pur réflexe pavlovien. Le chien de Pavlov, mais dans le monde de l'entreprise. Voilà. À chaque notif de refus, le cerveau de Karim a associé candidater à prendre une énorme gifle sur mon estime. Et notre cerveau, il apprend très vite à éviter le feu. Tu te brûles, tu t'en souviens. Il construit un bouclier en béton armé. Et c'est ça qui explique cette tendance terrifiante à toujours attendre la candidature parfaite. On a l'exemple de Thomas. Thomas, il a un profil LinkedIn qu'on pourrait qualifier de fantôme. Il sait qu'il doit le mettre à jour, détailler ses succès, mais l'idée de s'exposer, ça le paralyse complètement. Peur du jugement des anciens collègues, peur d'avoir l'air de mendier un job, peur d'être contacté et de rater. Grave. Et résultat, son profil reste vide, il est invisible pour les recruteurs, mais son ego est sauf. Oui, l'illusion de la perfection, c'est une stratégie d'autoprotection. Si tu postules pas à fond, ton échec éventuel, il veut rien dire. Tu préserves l'illusion de ton propre potentiel. En fait, c'est comme refuser de courir une course pour être absolument sûr de ne pas voir son nom en bas du classement. On se sabote exprès. On préfère l'inconfort de stagner plutôt que la douleur de se voir recalé noir sur blanc. C'est exactement ça. Mais le pire, c'est que ce mécanisme, il te paralyse pas juste devant ton ordi. Il te détruit aussi quand tu réussis enfin à décrocher le Graal, l'entretien. Ah ouais, l'auto-sabotage en direct. Laisse-moi raconter l'histoire de Lucie pour illustrer ça. C'est fou. Lucie décroche l'entretien pour le job de ses rêves. Le truc qu'elle vise depuis 3 ans. Mais la perspective de cette rencontre, ça l'angoisse tellement qu'elle repousse sa préparation de jour en jour. La fameuse urgence. Ouais, elle trouve soudainement 1000 urgences familiales toute la semaine. Et elle sort la carte magique. Non mais je travaille tellement mieux dans l'urgence. Ah, le grand mythe de la performance de dernière minute. Mais attends, je te mets au défi là-dessus. Le stress d'urgence, ça déclenche un pic d'adrénaline. Et l'adrénaline, ça aide à se concentrer à fond, non? Plein de gens disent qu'ils ont besoin de l'échéance à la gorge pour livrer leur meilleur taf. Alors, l'adrénaline, c'est fantastique si tu dois fuir un ours dans la forêt. Tu vois, ça te donne une vision au tunnel pour courir vite. Mais un entretien de haut niveau, ça demande pas de courir vite. Non, c'est sûr. Ça exige de la flexibilité cognitive, de l'empathie, de lire la salle, d'improviser. Et l'adrénaline détruit précisément ces fonctions subtiles. Ton cerveau, il est en mode survie, pas en mode séduction professionnelle. Ok, donc quand l'urgence arrive la veille pour Lucie, elle révise frénétiquement jusqu'à 2h du matin. Et le lendemain, devant le recruteur, c'est le désastre. Elle est épuisée, elle bafouille, elle oublie ses arguments. Et en sortant, elle se dit « Je le savais, j'ai pas le niveau ». La prophétie autoréalisatrice parfaite. La variable que Lucie a ignorée, c'est la charge mentale, ou l'ego des pléchènes. La plupart des gens préparent leurs entretiens le soir, tard, quand ils ont, soi-disant, enfin du temps libre. Ouais, après avoir géré les enfants, le dîner, les embouteillages, quoi. Sauf que ton réservoir de volonté, à 21h, il est à sec. Vendre sa valeur, c'est la tâche la plus complexe et terrifiante mentalement. Le cerveau épuisé, il n'a plus l'énergie pour activer le frein émotionnel dont on parlait. Face à cet Everest, il choisit la fuite, qui demande vachement moins de calories. Et pour couronner le tout, tu sais ce qu'elle fait, Lucie, pour fuir sur son canapé? Elle ouvre LinkedIn. Elle scrolle. Et elle voit les posts triomphants des autres.
Je suis ravi de vous annoncer ma prise de poste. Aïe. C'est littéralement jeter un bidon d'essence sur un feu de forêt. Parce que là, la comparaison sociale déclenche une émotion dévastatrice. La honte. Et la honte, ça paralyse encore plus. Exactement. Ça renforce le besoin de fuir, de s'engourdir. Le cercle vicieux s'emballe. Plus tu rumines, plus tu stresses. Et plus tu stresses, moins tu avances. La fuite devient un réflexe pavlovien total. Ok, mais là c'est terrifiant. Si la fuite est devenue un réflexe automatique à ce point, et que la volonté ne sert à rien, ça veut dire qu'on est condamné à échouer. On fait comment pour faire sauter ce verrou? Non. Il y a un moment exact où tu peux reprendre le contrôle. Mais il faut d'abord abandonner la force brute. Surler dessus dans le miroir en disant « Allez, motive-toi, ça sert à rien ». Faut changer un seul petit réglage. Bon, on commence par quoi alors si l'amygdale hurle au danger? La première étape, c'est de nommer l'invisible. L'affect labeling en psycho. Au lieu de te dire « je suis nul » ou « je suis paresseux », tu formules cliniquement ton émotion. Donc je dis à voix haute, j'ouvre pas ce document parce que j'ai une trouille bleue d'être encore rejeté. Voilà. Ou « j'ai honte de devoir justifier mon trou de 6 mois sur mon CV ». Et le changement neurologique à cet instant, il est fou. Les IRM montrent que juste poser le bon mot sur l'émotion, ça déplace le flux sanguin de l'amygdale vers le cortex préfrontal. Sérieux? Juste dire le mot, ça freine la panique. Ouais, tu passes de l'animal traqué à un observateur rationnel. Tu désactives le pilote automatique. C'est puissant. Mais l'objectif, genre, trouver un job, ça reste une montagne super floue. Et le flou, c'est l'ennemi. Trouver un job, ça dépend pas que de toi, donc ça crée de l'impuissance. La solution, c'est de réduire la taille de la marche de manière extrême, pour passer sous le radar de l'amygdale. Jusqu'à quel point? Genre, je fais quoi ce matin? Jusqu'à ce que l'action provoque zéro résistance. Ton objectif, c'est pas avancer sur ma recherche. C'est aujourd'hui, je corrige uniquement la section expérience de mon CV, et après je ferme l'ordi. Ou alors, je liste juste 3 entreprises cibles sur un carnet. 0 email, juste la liste. D'accord. L'angoisse de lister 3 noms est ridicule comparée à celle de changer de vie. Mais attends, si mon téléphone vibre à côté, mon cerveau va quand même choisir la distraction, non? C'est pour ça qu'il faut utiliser l'automatisation chirurgicale ou la friction. Le cerveau est radin en énergie. L'astuce, c'est de rendre l'action physiquement plus facile que la fuite. Ah, tu parles de mettre le téléphone dans une autre pièce. Franchement, ça paraît presque trop simple, non? Ça a l'air bête, mais c'est une guerre de calories en fait. Si le téléphone est loin, ton cerveau fait le calcul. Est-ce que je me lève, je marche dans le couloir ou est-ce que je reste assis pour juste écrire 3 mots? Il choisit de rester assis. Tu pirates sa paresse pour le forcer à bosser. J'adore. On utilise sa propre radinerie d'énergie contre lui. Mais on reste des pros de l'auto-justification. Seul chez moi, je peux quand même abandonner. D'où la 4e étape, la redevabilité. La légère pression sociale positive. La procrastination, elle adore le secret. Si personne sait que tu dois écrire 3 noms, personne verra que tu l'as pas fait. Donc je dis à un pote ce que je vais faire. C'est ça, tu partages tes micro-objectifs avec un ancien collègue ou un ami. Le fait de savoir qu'il va te demander « Alors, t'as listé tes 3 boîtes ?» Ça court-circuite la peur de la tâche. La peur de perdre la face devient un moteur plus fort. Mais au final, tout ça, c'est des astuces tactiques. Il n'y a pas un changement plus profond à faire sur notre vision de l'échec? Si, et c'est la grande prise de conscience finale. Il faut revoir notre relation au refus. Tant que tu vois un refus comme un verdict sur ta valeur personnelle, le bouclier se lavera. Faut déconnecter son identité de son CV, quoi. Exactement. Un rejet, c'est pas une note sur ton âme. C'est juste une information neutre sur l'adéquation entre un profil et un poste à un instant T. C'est tout. C'est fascinant. On passe d'une logique de résultat où on contrôle rien et on est terrorisé, à une logique de processus quotidien avec des petites actions super gérables. La décision du recruteur nous appartient pas et c'est très bien comme ça. Et quand tu comprends ça, l'amygdale arrête de sonner l'alarme. Et tu te remets en mouvement. Bon, petit résumé rapide pour bien ancrer tout ça. Si tu bloques devant tes candidatures, arrête de t'insulter. C'est pas un problème de compétence, ni de gestion du temps. C'est juste ton cerveau qui essaye maladroitement de te protéger de la peur de l'échec. Tu ne perds pas parce que tu es mauvais. Tu perds parce que tu envoies les mauvais signaux à ton propre cerveau. Ce qui amène une question encore plus grande au fond. Si ton cerveau est capable de te manipuler à ce point pour un simple bout de papier, quelles autres grandes décisions de ta vie, que ce soit dans tes relations ou tes finances, es-tu en train de saboter en ce moment même juste pour éviter une petite émotion désagréable de 5 minutes ?